Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, au Moyen-Orient, des élections en Israël où la question des colonies en Cisjordanie est toujours très délicate. La droite a poursuivi la construction de logements malgré l'opposition des puissances occidentales. Des législatives en Jordanie également où l'appel au boycott de l'opposition servira de test. Le pays a conduit des réformes depuis 2 ans, depuis le printemps arabe. Mais malgré cela, les manifestations contre le pouvoir continuent. Et puis nous irons à la rencontre des Juifs d'Iran. Si certains ont choisi l'exil, ceux qui restent veulent vivre en bonne entente avec leur pays, malgré les tensions avec Israël. Et on commence avec les législatives en Israël. Une question au centre de la campagne électorale, comme des négociations de paix israélo-palestiniennes, celle des colonies en Cisjordanie. Les voix des colons sont précieuses pour la droite, mais cette politique de poursuite de l'expansion des colonies est de plus en plus ouvertement désapprouvée par les puissances occidentales, dénoncée comme un frein à la paix avec les Palestiniens. Nos reporters Gallagher Fenwick et Dina Sway se sont rendus pour nous à Efrat à la rencontre de ces colons israéliens. Pour les Israéliens d'Efrat et d'autres colonies en Cisjordanie, le prochain gouvernement devra protéger leur communauté tout en lui permettant de croître. Ici, le maire affirme que les questions de sécurité, à la fois sur le plan intérieur et international, doivent être la priorité de la nouvelle administration. Nous avons besoin d'un leader suffisamment fort pour savoir jongler à la fois avec la communauté internationale, avec les Américains, mais également avec les pays arabes qui nous menacent de différentes manières. Durant la campagne, les colons ont fait partie des électeurs les plus courtisés par certains des candidats, notamment ceux de droite. Tout récemment, des dizaines d'appels d'offres pour la construction de nouvelles maisons ont été émis pour cette colonie. Celle-ci pourrait voir le jour tout près de la résidence de Shmuel. Il se dit heureux, mais conscient des enjeux politiques d'une telle décision. Je ne sais pas s'il s'agit d'une stratégie politique, mais en tout cas, ce type de nouvelles nous réjouit. On est tous enthousiastes à l'idée de la reprise des constructions dans notre communauté qui ne cesse de croître. Pour Léa, la femme de Shmuel, faire la paix avec les Palestiniens est également une préoccupation importante. Selon elle, ce ne sont pas les colonies qui sont un obstacle à la reprise des négociations. Ce ne sont pas les colonies qui empêchent de faire la paix, mais les leaders palestiniens. Je ne vous parle pas de leur population. Il y a plein de Palestiniens qui aiment la paix. Mais leurs leaders ne cherchent pas la paix. Ils veulent la destruction totale de l'État d'Israël. L'organisation israélienne La Paix Maintenant vient de rendre publique une étude qui montre une nette augmentation dans le nombre de projets immobiliers dans les colonies approuvés par Israël en 2012. Pour Hagit Ofran, ces décisions menacent la viabilité d'un futur État palestinien et donc la solution à 2 États. Il n'y a pas d'autre solution que la solution à 2 États. La question est de savoir quel prix Israël va devoir payer pour y parvenir. Cette solution à 2 États ne va pas mourir, mais elle va devenir de plus en plus compliquée à atteindre. La question des constructions dans les colonies refera probablement son apparition sur la scène internationale, et ce, très prochainement. Des diplomates européens préparent un nouveau plan de paix qu'ils soumettront bientôt aux autorités israéliennes. Et alors que les tensions entre Israël et l'Iran sont très intenses, vous le savez, le pouvoir iranien veut montrer qu'il protège la minorité juive du pays. Elle a des synagogues, des écoles, un hôpital, une association et même un député au Parlement. Notre envoyé spécial Pascal Bourgault est allé à la rencontre de ces juifs iraniens. Daniel fête sa bar mitzvah. Nous sommes dans la grande synagogue de Téhéran. En Iran, les juifs peuvent librement célébrer leurs cérémonies religieuses. Dans la salle, les copains de l'école sont là. Daniel et son frère Elias ont aussi des amis musulmans. Ce n'est pas mal vu. Nous sommes des amis très proches. Entre nous, la question de la religion ne se pose pas. Liberté de culte, oui, mais pas liberté totale. Certains sujets restent délicats, notamment Israël. Nous demandons à l'oncle de Daniel ce qu'il ferait si Israël attaquait l'Iran.
Je ne sais pas, il faut voir ce qui va se passer. Vous savez, tout ce qui est dit peut être mensonger. Dans la salle attenante à la synagogue, la cérémonie se termine par un repas gastronomique et un verre de vin. C'est un vin vieux de 30 ans. Le vin fait partie des traditions séculaires du judaïsme. C'est l'une des seules exceptions autorisées en République islamique où normalement l'alcool est formellement interdit. Non, pour ces petites doses, il n'y a pas de souci. Et même pour plus que ça. Même quand on en prend plus, on n'a jamais eu de problème jusqu'à présent. Nous retrouvons les oncles de Daniel au bazar dans leur bijouterie. Les Juifs d'Iran n'ont pas accès à tous les métiers. Dans l'administration et l'armée, leurs carrières sont limitées. Mais au bazar, ce sont les rois. Nous sommes les seuls juifs dans cette partie du bazar, et cela depuis 100 ans. Ici, on achète et on vend de l'or comme on place de l'argent à la banque. C'est une activité très prisée en Iran. Ils sont bons et très généreux. Ma mère achetait déjà de l'or à leur père il y a très longtemps. C'est l'une de nos boutiques historiques. En Iran, les Juifs ont leurs écoles officielles. Le régime les subventionne, de même que leurs associations. Le président est reconnaissant, ce qui ne l'empêche pas de rester critique quant à la polémique lancée par Ahmadinejad sur l'Holocauste. Il y a eu des discussions et malgré mon respect pour la présidence de la République islamique d'Iran, je pense personnellement que même s'il n'y avait eu qu'un seul juif tué pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de son appartenance religieuse, l'acte est un crime et doit être condamné. Et voici l'hôpital juif de Téhéran. Situé dans un quartier populaire, l'institution également subventionnée soigne principalement des patients musulmans. Cet hôpital est symbolique, un exemple pragmatique de la tolérance en Iran. Un système où les Iraniens, qu'ils soient juifs, musulmans, même certains chrétiens, nous avons du personnel et des docteurs chrétiens, ils travaillent tous ensemble pour toute la nation iranienne. Fervent patriote, Dr Morsadegh rejette tout soupçon de double loyauté. Il est iranien avant tout et le restera même si Israël bombarde. Qui que ce soit qui veut détruire les intérêts nationaux est notre ennemi. Il n'y a pas de différence, que ce soit Israël ou l'Irak. Nous sommes prêts à défendre notre pays contre l'OTAN, contre les États-Unis et contre Israël. Ce médecin est aussi député au Parlement de la République islamique. Il défend les intérêts des quelques 10 000 juifs qui restent en Iran. C'est paradoxalement l'une des plus anciennes et des plus importantes communautés juives au Moyen-Orient, après Israël et la Turquie. L'enseignement des législatives en Jordanie ce mercredi, ce sera le taux d'abstention. Ce pays fait face à d'importantes manifestations depuis 2011 dans le sillage du printemps arabe. Depuis, certains articles de la Constitution et de la loi électorale ont été amendés. Mais malgré ces réformes, 6 partis d'opposition, dont celui des Frères musulmans, appellent au boycott. Nos envoyés spéciaux James André et Tatiana Massad étaient à leur dernière manifestation avant le scrutin. Dernier vendredi avant les élections à Amman. Ces quelques 2000 manifestants ne sont pas venus encourager leur candidat, mais appelaient la population à s'abstenir de voter. Nous sommes venus annoncer au régime que nous boycottons les élections. Ces élections sont ratées et truquées d'avance parce qu'elles sont basées sur une loi injuste. Selon ces manifestants, la loi électorale empêche une vraie majorité d'émerger au Parlement, en réservant à peine 27 sièges sur 150 aux listes des partis politiques. Les autres étant réservés aux candidats indépendants locaux. Ils dénoncent ce système qui profite selon eux aux tribus et aux hommes d'affaires proches du roi. Cette loi ne permet pas à tout le peuple jordanien d'être représenté au Parlement. Et en plus, la distribution des sièges sur le territoire n'est pas équitable. L'événement est organisé par les Frères musulmans, aujourd'hui la première force politique du pays. Réjouissez-vous, la conquête est imminente.
L'avènement d'un État islamique sur cette terre pour que le bien règne est proche. Hamza Mansour est le secrétaire général du Front d'action islamique, le bras politique des frères musulmans en Jordanie. En 1989, sous l'ancienne loi électorale, les frères avaient remporté un succès aux législatives, avec 27 sièges sur 80. Ensuite, la loi a été réformée. Le système électoral qui nous est imposé depuis 1993 est un système non démocratique et anticonstitutionnel. Nous retrouvons Hamza Mansour au siège du parti. Il se réunit avec les cadres pour préparer la suite de la contestation qui dure maintenant depuis 2 ans. Le Front demande aussi à ce que la Constitution soit amendée pour que le gouvernement soit issu de la majorité parlementaire, quitte à se froisser avec le roi. Nous veillons à ce que notre relation avec le roi soit positive et qu'il soit un roi pour tous et qu'il adopte les revendications du peuple. Mais je pense que pour le moment, la communication entre nous est au plus mal. Bien qu'il les boycotte, ces élections ont valeur de test pour les frères musulmans. Une abstention record viendrait renforcer leur mouvement de contestation en sapant la crédibilité du 17e Parlement jordanien. Et c'est la fin de notre tour d'horizon au Moyen-Orient. À très bientôt.